si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Et la première est toujours la plus difficile. Moi j'ai une question à poser. Bon, je me présente, je m'appelle Joachim, je suis chef d'entreprise. Bon, on parle un peu de l'économie, on parle de tout, mais aujourd'hui, je pense que ce qui intéresse plus les Français, c'est surtout la sécurité. Parce que quand même, il y a un libre service aujourd'hui, une libre circulation aujourd'hui qui perturbe énormément les Français. Bon, parlons par exemple l'exemple de Rome. Il y a aussi tous les bateaux qui naviguent autour de la Méditerranée, qui quittent dans des pays où ils sont vraiment en difficulté et qui perturbent énormément la vie des gens de tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que les Français croient plus à l'Europe parce qu'ils voient que, oui, on parle de l'Europe, mais ça ramène plus d'immigration, plus des gens qui sont très pauvres dans leur pays, vu que les frontières nous ont ouvertes, donc ça les permet de circuler. Donc nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à proposer pour essayer, parce que ces gens-là, ils ne sont pas hors la loi, et la loi qui leur permet de circuler. Donc nous, qu'est-ce qu'on propose pour permettre les Français et tous les Européens vivent en paix et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qu'on trouve dans les entrées des villes qui squattent des ponts, qui raquettent les gens, qui arrachent des sacs à main des personnes âgées. Et je pense que le vrai problème des gens aujourd'hui, quand on leur parle de l'Europe, ils nous parlent plus de la sécurité que de l'économie. Ils ont tout à fait raison. Les partis extrémistes ne se développent pas seulement en France, ils se développent aussi beaucoup en Autriche, ils se développent aussi beaucoup aux Pays-Bas, ils se développent aussi, moins, mais un peu aussi, en Italie. Et la réponse que nous, citoyens, veulent apporter demain est une réponse européenne. Nous pensons que les sujets d'immigration doivent être traités au niveau européen. Parce que le fait que l'espace Schengen existe aujourd'hui est une très bonne nouvelle pour que l'ensemble des ressortissants des 28 pays de l'Union européenne puissent circuler librement, puisque c'est quand même l'un des premiers atouts et l'un des premiers acquis de l'Union européenne, c'est de se sentir libre et citoyen européen en même temps que citoyen français. Et la seule façon de bon sens de traiter les sujets d'immigration demain est une façon européenne. Donc nous militons et nous militerons demain pour que Frontex, qui est l'organisme européen chargé de l'immigration, ait des moyens beaucoup plus importants qu'il n'en a aujourd'hui, de façon à pouvoir réguler les sujets d'immigration à l'échelle européenne. Parce que les bateaux qui arrivent à Lampedusa, une fois qu'ils sont sur le sol italien, ils seront libres d'y circuler, ou en tout état de cause, les policiers italiens sont suffisamment nombreux pour pouvoir les empêcher de circuler demain, non seulement en Italie, mais partout ailleurs en Europe. Donc la réponse demain doit être européenne, et elle doit être d'autant plus européenne que les sujets démographiques sont très différents dans la plupart des pays d'Europe et la France. La France doit être aujourd'hui à peu près le seul pays d'Europe dont la population va continuer d'augmenter au cours des prochaines années. Alors que la plupart, alors peut-être pas les 28, mais la plupart des grands pays d'Europe, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, ces pays vont au contraire voir leur population diminuer et diminuer. Les phénomènes démographiques sont des phénomènes avec des effets d'inertie considérables, va diminuer de beaucoup. Pour faire tourner les économies italiennes, allemandes, portugaises et espagnoles demain ou après-demain, il faudra faire venir de la main-d'œuvre étrangère. La seule façon intelligente et bienveillante de réguler les problèmes d'immigration demain et après-demain en Europe sera de le faire donc de façon européenne. Monsieur Meur, chef d'entreprise. Alors je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Concrètement, parce que dire que c'est trop, je ne voudrais pas crier non plus.
Allô? Oui. Alors, donc concrètement, dire que l'Europe doit régler ce problème, d'accord, alors concrètement, c'est quoi? Quand vous parlez d'immigration illégale, d'accord, mais quand on a 5 millions de chômeurs, voire 6 millions, comment peut-on accepter qu'on reçoive 200 000 immigrés supplémentaires officiels? Est-ce qu'on a une réponse là-dessus? Parce que moi, je pense que, à l'heure actuelle, si on a autant d'immigrés, c'est que la pompe à finances fonctionne très bien dans ce pays. Alors, avant qu'on s'entende au niveau de l'Europe, on ferait bien déjà de s'entendre chez nous, hein, et de couper un peu la pompe à finances. Je pense que c'est une des réponses. Parce que dire que c'est une réponse européenne, là, on renvoie, comme vous disiez tout à l'heure, le problème à l'Europe. Alors, commençons par nous déjà. Ah. Alors, vous prêchez des convertis. Ah, merci. Mais non, mais vous prêchez des convertis parce que l'un des piliers du programme de nos citoyens, et là on ne parle plus d'Europe, mais l'un des piliers du programme de nos citoyens, c'est de rétablir des finances publiques équilibrées. Tout le monde est d'accord aujourd'hui dans ce pays pour dire que ce qui attire un certain nombre de gens sur notre territoire, c'est effectivement la pompe à finances. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc il est tout à fait évident que, indépendamment de l'Europe, le rétablissement de finances publiques équilibrées dans ce pays est indispensable et qu'on n'a pas besoin de l'Europe pour le faire. Bonsoir, Jean-Luc Zadou, chef d'entreprise. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, un exemple concernant l'application d'une directive européenne. Vous avez mis en opposition l'interprétation côté allemand de celle de la France. Parce que le problème, il n'y a pas chez nous, parce que cette comparaison pourrait la faire pour pratiquement toutes les mises en norme que l'Europe nous impose. À chaque fois, la France prend des décisions qui sont complètement absurdes. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le fait d'être représenté à l'Europe, nous citoyens, va permettre de modifier ce qui ne va pas chez nous? Bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est un début. Comment? C'est un début. Comment? Parce que ce sont nos hauts fonctionnaires, nos énarques qui décident la plupart des textes de loi qui sont mis en application en France. Comment nos élus, qui eux ne vont que défendre des projets préparés par des hauts fonctionnaires, vont-ils pouvoir aller dans un sens plus citoyen? On a une partie de la réponse. On n'a qu'une réponse partielle. Si vous Et juste après, je voulais savoir si votre mouvement est plutôt pour une Europe fédérale ou une Europe des nations. Okay. Je ne sais pas quel type d'Europe vous souhaitez, parce que je crois que le fond du problème du fonctionnement de l'Europe, c'est ça. Bien sûr. Alors, sur la première question, nous avons une réponse de bon sens qui est la suivante. Connaissez-vous le nom d'un député européen de votre circonscription? Un député français, hein? Bien. Alors vous êtes bien meilleur que nous le sommes, en tout cas que moi je le suis, parce que avant de m'intéresser à l'Europe, au mois de décembre dernier, j'ai cherché le nom d'un député européen de notre circonscription. C'est le problème de tous les Français qui s'intéressent à la politique quand il y a des échéances électorales. Donc nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons des choses très simples. On a un certain nombre de députés européens qui sont, pour commencer, des gens qui veulent détruire l'Europe. Alors on invite tous les électeurs à voter de préférence pour des gens qui vont faire grandir l'Europe, qui vont la bonifier, plutôt que des gens que de voter pour des gens qui veulent la détruire. C'est la première réponse. Deuxième réponse, les Français sont malheureusement un peu champions d'Europe de l'absentéisme. Alors vous dites à très juste titre, mais comment allez-vous faire, pauvres parlementaires européens, demain, pour tordre le bras des hauts fonctionnaires français qui rédigent à l'envers toutes les directives européennes depuis 40 ans? Écoutez, nous avons maintenant des moyens d'information. Aujourd'hui, les moyens d'information existent. Un parlementaire européen qui est simplement présent à Strasbourg et nous l'espérons demain à Bruxelles, une fois que le Parlement européen aura déménagé, pour des raisons évidentes de simplicité, nous espérons que nous aurons le pouvoir de l'information permettant
d'avoir la vigilance qui autorisera demain et qui obligera plus exactement demain les hauts fonctionnaires français à faire attention à ce que la retranscription en français ne soit pas contre la France, mais soit pour la France. Donc ça, je pense très sincèrement que sans être ni un spécialiste des questions purement institutionnelles de l'Europe, nous pourrons faire beaucoup mieux, soit que les députés actuels qui veulent détruire l'Europe, soit que les députés français actuels qui sont absents du Parlement européen. Voilà pour la première question. La deuxième question était... Ah oui, fédéral ou pas fédéral. Alors, dans notre programme européen, l'une des premières choses que nous nous assignons comme mission est que, le plus rapidement possible, l'Europe est un patron. Un patron qui soit identifié sur la scène internationale. Un patron qui soit le plus rapidement possible élu. Alors, s'il faut passer par une élection par le Parlement européen, pourquoi pas, mais après-demain, qui soit élu par le peuple. Alors, est-ce que c'est plutôt fédéral ou confédéral? Pour être franc, la question paraît un peu compliquée sur le plan, j'allais dire, théorique. Nous, notre réponse, c'est une réponse pragmatique. Il faut un patron en Europe. Et un seul patron. Alors, est-ce que ce patron, il est patron d'une Europe fédérale ou pas? Il est patron de l'Europe. Il est patron de l'Europe et on laisse tomber le plus vite possible la présidence tournante tous les 6 mois à 28 pays. Voilà, on arrête ça. Et dans le sens fédéral, j'entendais uniformisation des politiques sur l'ensemble des 28 pays, uniformisation de la fiscalité. Ah ben bien sûr, Les flux migratoires, oui. vous parlez d'approfondir sur le soi-disant sujet majeur de tous les Français qui est l'immigration. Vous avez dit vous-même que la sécurité des nations, la paix, c'est lié à l'économie. Ça c'est sûr. Nos flux migratoires sont liés aussi à ces problèmes économiques. Si on avait uniformisé la fiscalité et le taux horaire, par exemple, sur l'ensemble des... Mais on va le faire. On va le faire. Là, je vous parlais les quelques grandes idées du programme européen de nos citoyens d'Européens solidaires. La première, on vient d'en parler, c'est que l'Europe est un seul patron. La seconde, c'est l'harmonisation fiscale. C'est tout simplement décisif. C'est une idée simple. Aujourd'hui encore, c'est juste invraisemblable qu'en France, on en ait fait un sujet tabou. L'harmonisation fiscale, c'est le bon sens absolu. C'est le bon sens absolu. Par rapport à l'harmonisation fiscale, ça fait que c'est la tarte à la crème parce qu'on entend parler depuis je ne sais combien de temps par tous les hommes politiques et surtout les Français. Il faut harmoniser. Sauf ce qu'on ne dit pas, c'est que les Français veulent harmoniser vers le haut. Non pas attendre vers les impôts, l'impôt tel qu'il se pratique dans la moyenne européenne, mais que les autres s'alignent sur notre imposition, c'est-à-dire sur la plus mauvaise. Plus le bastonnage est lourd, nous on est pour cette harmonisation. Donc il faut être précis quand on dit qu'on est pour l'harmonisation. Est-ce qu'on s'aligne sur l'Irlande où les taux sont très bas? Est-ce qu'on s'aligne sur je ne sais plus quel pays où c'est la flat tax? Ou est-ce qu'on s'aligne sur la France où c'est le taxe maximum? Le débat il est là. Alors, harmonisation, oui, mais répondez sur quelle taxe on s'aligne. Ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, par rapport au flux migratoire, je voudrais dire que l'histoire de l'économie repose sur des populations importantes. Quand on prend des pays hyper développés comme la Corée du Sud, il n'y a pas un seul flux migratoire. Ça veut dire qu'il faut commencer déjà par faire travailler les gens qui sont dans son pays, leur donner du travail, une formation, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que le vrai problème en France, c'est pas de savoir si on a des emplois à donner, c'est qu'on a un paquet de gens qui sont inemployables. Pourquoi ils sont inemployables? Ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Vous discutez avec n'importe quel boulanger qui embauche un apprenti, il n'est même pas capable de faire une règle de 3. On ne sait plus faire une règle de 3. Alors on est bien une infirmière à l'école d'infirmière à Fréjus, on m'explique qu'il faut leur réexpliquer une règle de 3 parce que les médicaments en fonction de... Donc comment voulez-vous employer des gens qui sont inqualifiables comme ça? Donc il faut revoir l'outil de formation avant de parler. Ça c'est la première chose. Or les immigrés qui arrivent, ils sont ni cultivés, ni formés, ni quoi ni caisse. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, le vrai problème il est là. Donc il faut répondre sur des choses précises comme ça. L'immigration n'est pas une réponse, moi, en ce que je pense,
dans l'état actuel des choses, vu le nombre de chômeurs qu'on a et l'inemployabilité de ceux qu'on a sur le plateau. Donc voilà, commençons déjà par faire ce qu'il y a à faire chez nous, et puis après on verra ce qu'on peut faire. Mais quant à l'harmonisation fiscale, moi je suis pour l'harmonisation qu'on s'aligne sur les taux les plus bas, et pas sur les taux les plus hauts. C'est ce qu'on va faire. Mais c'est pas ce que vous avez dit. Ah si. Non, vous avez dit on va s'harmoniser. Non, on va faire l'harmonisation fiscale. Je vous le Et alors, redis. par rapport à l'harmonisation fiscale, aujourd'hui aussi, c'est pour ça que nous sommes là et que nous voulons faire de la politique. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord, à part quelques hommes politiques français, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le niveau de prélèvement obligatoire en France, il est de 10 points. Insupportable. Il est de 10 points de PIB de trop. Bien Alors, sûr, à 57%. si nous vous disons qu'on va faire l'harmonisation fiscale, c'est évidemment parce qu'on va s'aligner sur la moyenne. Et la moyenne, elle est 10 points en dessous. 10 points de PIB. Et comme par hasard, le jour où nous aurons engagé ce processus, on va recréer des emplois. Alors, sur le point aussi, vous avez soulevé confédération, fédération, c'est un débat aussi là, qui date de Mathusalem, mais chaque fois qu'on va aller plus loin, on dit la fédération. Sauf qu'on est quand même dans des pays qui ont une histoire complètement différente, avec des cultures complètement différentes, et c'est vrai qu'entre un Espagnol, un Grec, un Français, un Allemand et un Autrichien, je veux dire qu'on n'est pas quand même tout à fait sur les mêmes lignes, et que harmoniser tout ça et faire une fédération, ça me semble compliqué. Et comme disait De Gaulle, c'est difficile de faire une omelette avec des œufs durs, parce qu'on a trop dépassé. Voilà. Autant les États-Unis ont pu se coaguler parce qu'il n'y avait rien de figé, etc. Mais nous, on était... Donc je suis assez, moi, pour une confédération qui a un patron, ça me paraît bien, mais après que dans chaque État, il y ait quand même aussi... Voilà. Pour reprendre des règles qui sont émises par l'Europe, et c'est vrai qu'on les transcrit souvent de façon... Et on ne les transcrit pas tous. Par exemple, la sécurité sociale, on n'est plus obligé d'aller à la sécurité sociale, puisqu'il y a eu... Claude Reichmann a mené bataille pour que justement les entreprises puissent choisir la... Bon, et bien ça a été transcrit, mais on interdit aux entreprises de pouvoir adhérer à tout. Ça c'est la première chose. Mais en plus, et c'est vrai, l'Europe émet quand même tout un tas de directives dont on pourrait se passer, et ça s'appelle la subsidiarité. Autrement dit, il y a des choses qu'on pourrait décider à l'échelon local, savoir s'il faut tailler les orangers de telle façon, sans avoir recours à des fonctionnaires européens qui ne payent pas de retraite. Qui ne paient pas de cotisation sur les impôts. Je vais vous répondre sur la fédération et l'harmonisation, etc. Évidemment, on a tous des histoires dans tous les pays d'Europe. Si je me souviens bien aussi, je crois qu'il y a 24 langues différentes qui sont parlées en Europe. Donc, évidemment, on n'aura pas une langue européenne, ni de notre vivant, ni du vivant des 10 ou 15 ou 50 prochaines générations. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Là où je nuancerai un peu votre propos, c'est sur le fait de dire oui, mais vous comprenez, on a une histoire, etc. Qu'est-ce que la France aujourd'hui, à l'intérieur de l'Europe? C'est un grand ou c'est un petit pays? Ben, la réponse, c'est que la France est devenue un petit pays. Il faut accepter cette... il faut accepter... Non mais, je pense que pour faire progresser demain l'Europe et l'idée européenne, je pense que nous, Français, on a un énorme travail d'humilité à faire. Pour commencer à dire oui en 1950, oui en 1958, quand on était 6, il y avait le Benelux, l'Allemagne, l'Italie et la France, la France pouvait dire ouais, mais attendez, le patron c'est moi, parce que c'est quand même moi qui fais 55 millions d'habitants et qui fait le tiers des habitants et probablement à l'époque 40 ou 45% du PIB. Mais aujourd'hui, 65 millions d'habitants sur 550. Vous pesez quoi, vous, Français? Vous pesez quoi? Donc, soyons modestes, soyons humbles et regardons, c'est là-dessus que je voudrais terminer à propos de fédéralisme ou pas fédéralisme, regardons la circonscription dans laquelle nous sommes et dans laquelle demain nous allons tous voter. Eh bien, moi je crois beaucoup plus demain à des sujets communs d'une circonscription comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui, si elle était un pays d'Europe, serait le 8e plus grand pays d'Europe. Et nous avons des sujets communs, nous, dans cette circonscription, avec la circonscription voisine qui doit s'appeler autrement, en Italie, avec une partie de l'Autriche, avec la Slovénie ou la Croatie, parce que nous avons des sujets communs, qui sont des sujets tourisme, qui sont des sujets transport,
et qui sont des sujets écologie. Ces trois sujets-là, ils ne sont pas forcément partagés par nos amis du nord de la France où il n'y a pas de station sport d'hiver, il n'y a pas d'activité touristique, alors qu'il y en a une en Autriche et en Italie. Alors demain, l'Europe, de notre point de vue, fonctionnera certainement beaucoup mieux si nous arrivons à rassembler les forces, comme vous le disiez très justement, au niveau local. Au niveau local. Après qu'il reste un président en France, ce sera très bien entendu. Mais le pouvoir doit, semble-t-il, se transférer d'une part en Europe, de l'autre côté sur le terrain. Je suis là pour découvrir votre programme. Excusez-moi, je vous en prie. prie. Question. Non, on est là pour ça. On a un souci au niveau de l'Europe, c'est la monnaie, l'euro. Aujourd'hui, beaucoup de Français ont l'impression que leur pouvoir d'achat s'est évaporé depuis le passage à l'euro. On oublie de dire aux Français que c'est l'action ou la non-action de la Banque Centrale Européenne qui fait qu'aujourd'hui, on est confronté à une monnaie qui est surévaluée quand on est d'un côté de l'Atlantique et sous-évaluée quand on est de l'autre côté. Et ce qui nous intéresse, nous Français, pour ceux qui font par exemple du commerce avec l'étranger, c'est de se retrouver face à une problématique d'équilibre par rapport à une concurrence étrangère. Et quand on veut attaquer un marché étranger, on se retrouve à cause de notre euro surévalué, qui est d'autant plus surévalué que notre monnaie, le franc, a été gonflé artificiellement pour arriver à l'équivalent de la valeur monnaie allemande. On se retrouve, nous, obligés de baisser nos prix de vente, donc nos marges, pour pouvoir aller défendre le bout de gras face à un concurrent étranger. Alors, quelle est, dans votre programme, l'action que vous envisagez pour obliger l'Allemagne et la Banque Centrale Européenne, qui est au vote de l'Allemagne, de fléchir sa position, de réellement nous aider, comme à l'époque, tout à l'heure on parlait du général de Gaulle, les 30 Glorieuses sont issues justement de ce pouvoir qu'avaient les pays de fabriquer leur propre monnaie quand elles en avaient le besoin. Qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre programme à ce sujet-là? Parce que, en tant que chef d'entreprise, j'ai cette problématique. Alors, d'abord, comme je suis beaucoup plus vieux que vous, moi j'ai des souvenirs malheureusement imprécis, mais des souvenirs nombreux de l'histoire du franc. Non, mais de l'histoire du franc. L'histoire du franc. L'histoire du franc et le nombre incalculable de dévaluations qu'on a fait dans les années 50, puis 60, puis 70. Et le seul souvenir que j'ai de l'histoire du franc, c'est que dévaluation égale appauvrissement. On n'a pas les mêmes souvenirs. Alors, dans les années 70, vous permettez, attendez, laissez-moi finir, on est là pour discuter, et je vous parle des souvenirs que j'ai de l'histoire du franc. Et dans les mêmes souvenirs, j'ai l'histoire du mark. Le mark, il était toujours très cher, il dévaluait jamais. Et puis 30 ans après, juste au moment où on a fait l'euro, qu'est-ce qui fabrique plus de voitures et qui les vend les plus chères dans le monde entier? C'est les Allemands ou c'est les Français? Bien. Alors, pour répondre à votre question, parce que je vous dois la réponse, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on va faire pour l'euro? Ou plus exactement, pour faire baisser la valeur de l'euro? D'abord, je pense que aujourd'hui, personne n'a de solution. À supposer qu'une baisse de l'euro soit nécessaire, personne n'a la solution. Pourquoi? Parce que la Banque Centrale Européenne, elle a mis ses taux d'intérêt à zéro. Alors, dans les mêmes souvenirs de cours d'économie, quand on a des taux d'intérêt à zéro, la monnaie elle devrait baisser. Elle monte. Alors, la solution, nous ne l'aurons pas sur ce plan-là. En revanche, si beaucoup de Français ont aujourd'hui l'impression que depuis l'euro, ils s'appauvrissent, c'est pas à cause de l'euro. C'est à cause de la dette. C'est à cause des déficits publics qui font qu'aujourd'hui, on est la risée du monde, et on est de moins en moins la risée du monde, parce qu'aujourd'hui, la France est quand même un pays sous tutelle du FMI. Alors personne n'en parle, et c'est non officiel, etc. Mais aujourd'hui, la France, la politique économique de la France, et le budget de la France, il est fait... alors c'est comme la France est un plus gros pays, on fait attention, etc. Mais il est fait par les mêmes hommes qui ont fait le budget 2011, 12, 13 et 14 de la Grèce.
Alors, soyons lucides pour dire, le problème aujourd'hui en Europe sur le plan monétaire, c'est pas l'euro. Le problème sur le plan monétaire en Europe, c'est d'avoir des politiques budgétaires harmonieuses et d'avoir un équilibre budgétaire qui soit dans la loi. Et l'une des premières choses qu'on fera voter, si demain les électeurs nous feront confiance, c'est de supprimer la règle des 3% de déficit public pour mettre une règle à l'équilibre budgétaire pour tous les pays d'Europe. Comme ça, au moins, quand en France on se bagarrera pour dire ben oui, mais vous comprenez, nous on est français, il nous faut un peu plus de temps, et puis il faut penser à la croissance, et puis il faut penser à tout ça, ben on pourra dire il n'y a pas de problème, on vous donne 2 ans de plus pour aller à l'équilibre. Aujourd'hui, on a donné 2 ans de plus pour aller à 3%. 3%, c'est 60, 70, 80 milliards par an de déficit. C'est créer 150 à 180 milliards d'euros de dette chaque année. Et tout ça, et aujourd'hui tout le monde se dit, ou plus exactement tout le monde dit, ben, de toute façon il n'y a aucun problème, la dette a un taux d'intérêt, a un coût qui est gratuit. Mais quels sont les fous pour oser penser que ça va durer? Elle n'est pas gratuite. Ben si, elle est gratuite aujourd'hui. La BCE, elle passe de l'argent à 0%, mais comme on est par le système même que l'Europe nous impose, l'État français est obligé de racheter à des banques dont c'est le métier de l'argent, et on n'achète pas l'argent à 0%. On achète à combien? À 1, 1,5? Oui, c'est pas 0. Il faut baisser sur une dette de 2000 milliards, 1% d'intérêt, vous allez voir ce que ça fait. Oui, mais ce qui va se passer, c'est l'inverse. Ce qui va se passer, c'est qu'en quelques semaines, voire en quelques jours, les taux d'intérêt, ah ben ça c'est déjà arrivé dans l'histoire. La balance économique, elle sera plus équilibrée si demain on a notre euro qui baisse. Toutes nos exportations vont d'un seul coup s'embellir. On va augmenter, on va faire comme les Allemands, on va pouvoir exporter plus facilement et du coup ben, on va remonter la balance économique de notre pays et la dette elle va s'amoindrir. Vous savez que les problèmes de dette, si vous rentrez beaucoup d'argent, c'est pas grave d'avoir de la dette. C'est quand vous ne rentrez pas suffisamment d'argent, c'est comme dans un ménage. Si vous n'avez pas de rentrée d'argent, vous aurez beau baisser vos dettes, vous ne pourrez toujours pas les payer. Mais là, on ne parle pas de baisser la dette, on parle d'arrêter de la faire augmenter. Là, la dette, elle monte au ciel. Et donc, du jour au lendemain, un pays aujourd'hui, un pays comme la France... La Chine, le Japon, les États-Unis, ils ne sont pas endettés au-delà de nous. Ils ont des dettes qui sont colossales, sauf qu'eux, ils font marcher la planche à billets comme c'est nécessaire. Ils ont des exportations qui se portent bien parce que quand ils vendent, par exemple, un avion ou une industrie qu'eux maîtrisent, ils le vendent dans leur monnaie. Et comme leur monnaie est nettement moins chère que la nôtre, eh ben pour eux, c'est tout bénef. Ils arrivent chez nous, ils nous mettent en concurrence. En plus, eux doivent respecter des normes qui sont inférieures aux nôtres. Nous, à chaque fois, grâce encore à nos technocrates qui nous mettent des normes à la con, on se retrouve... Des technocrates français. Hein. Oui, des technocrates français. Rappelons-le. Et on se retrouve dans une situation où, économiquement, ben, on ne peut pas faire face. Alors à chaque fois, on baisse nos marges, et ben, après, c'est difficulté pour payer les salariés, on licencie, et on ne comprend pas pourquoi on en arrive à ces situations-là, pourquoi les gens délocalisent. Pourquoi on va chercher de la main-d'œuvre moins chère parce qu'en France, c'est plus possible. Ça, c'est sûr. Et donc, si on ne règle pas le problème de cette monnaie européenne, alors on vivra. Et pourquoi, d'ailleurs, vous parliez de l'Allemagne qui vendait ses voitures. Oui. Regardez la balance économique de l'Allemagne. L'Allemagne a très bien compris depuis très longtemps que c'était déjà sur l'Europe qu'il fallait chercher ses clients. Et nous, on s'obstine à aller chercher nos clients dans les autres continents. Si déjà on avait commencé à aller chercher nos voisins, ça nous aurait déjà coûté moins cher en transport et en contrefaçon et autres, et on n'aurait pas été obligé de donner notre industrie aux Chinois. Voilà. Excusez-moi. Non, attendez, on est là. Moi, je dis partout, et depuis que nous avons commencé cette campagne électorale, que c'est le débat et la contradiction qui fait avancer notre programme. Vous savez, nous sommes débutants en politique. Et en tant que débutants, nous écoutons tous les jours et nous enregistrons des questions auxquelles on n'a pas de réponse forcément dans la minute. Et on s'autorise tous les jours de dire à nos électeurs, vous nous posez une question, nous n'avons pas la réponse, mais nous vous la promettons. Donnez-nous 1 ou 2 trimestres et dans 1 ou 2 trimestres, tout au plus, nous vous aurons répondu. Mais c'est pas fini.
Je voudrais faire le candide, bon, je suis chef d'entreprise aussi. Si j'ai bien compris, en fait, la solution à l'immigration et à l'harmonisation fiscale, ce serait peut-être tout simplement d'aligner sur l'Europe entière, on va dire, des tarifs identiques partout. Un SMIC. Et là, on va avoir toutes les solutions d'un coup. C'est-à-dire qu'on va avoir le même prix partout. Si jamais on verrouille tout, on aura donc une harmonisation, on n'aura plus d'immigration, etc. Et je suis certain que les Roumains ou les Slovènes seront bien d'accord pour arriver à avoir un SMIC à 500 euros. Pas certain que les Français soient d'accord pour redescendre leur niveau de vie de moitié. Alors qu'en fait, si on raisonnait, encore une fois, je fais le candide, hein, mais si on divisait tout par deux, c'est-à-dire que nos revenus par deux, mais également le prix du pain, le prix du loyer, le prix de l'impôt, on vivrait à peu près dans le même équilibre, à quelques pouillèmes près. On pourrait, du coup, on aurait des prix de revient extrêmement compétitifs, on pourrait exporter. Donc ça, c'est une utopie. Et pourtant, tout le monde serait d'accord. Enfin, les trois quarts de l'Europe seraient d'accord, puisqu'eux, ils sont bien en dessous de notre niveau de vie. Reste à faire appliquer ça en France. Alors, si vous voulez, quand on parle d'harmonisation, je dirais tout le sens de l'idée européenne consiste à faire les choses dans le temps. Si brutalement, comme ça se passe aujourd'hui d'ailleurs, et vous avez raison, et c'est, j'en suis certain, une des raisons qui font que l'Europe fait peur et que l'Europe est un peu détestée par beaucoup de Français. Parce que beaucoup de Français se disent, bah oui, mais finalement demain, on va être obligé d'avoir un SMIC à la hauteur du SMIC roumain. Parce qu'on l'a aujourd'hui. Pourquoi on l'a aujourd'hui? Parce que dans le bâtiment, pour prendre l'exemple du bâtiment, sur la plupart des grands chantiers en France, il n'y a plus une seule personne qui parle français. Bon, et tout le monde le sait. Et il n'y a pas, évidemment, un seul organisme de contrôle en France pour essayer d'endiguer un peu tout ça. Donc, l'avenir consistera justement à ce que l'Europe politique soit suffisamment puissante pour pouvoir réguler. Et tant qu'on aura cette idée et cette obsession, on pourra faire progresser l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a tant de pauvreté en France, s'il y a aujourd'hui 8 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est pas avec un SMIC roumain qu'on va traiter le problème. On est tous d'accord là-dessus. Simplement, il faudra avec le temps faire en sorte que les coûts de production ils se rapprochent d'une façon ou d'une autre dans la plupart des pays d'Europe. Bonsoir, je reconnais. Donc, je disais que je vous remercie de vous être déplacé jusqu'à nous pour pouvoir échanger, parce que c'est vrai que c'est un petit peu grâce à l'échange que les choses souvent avancent, et qu'on arrive à trouver des réponses à des questions. Pour avoir écouté un petit peu tout le monde et les différentes questions qui ont été posées, quand il s'agit de l'harmonisation, il me paraît relativement ambitieux de se mettre d'accord dans bien des domaines qui soient économiques à 27, alors qu'il me semblerait beaucoup plus simple de commencer par un petit nombre de pays que je trouverais relativement homogènes, hein, c'est-à-dire, pour prendre un exemple tout bête, si on va faire n'importe quoi et qu'on prend des gens d'un niveau qui est sensiblement équivalent, on va peut-être pouvoir plus facilement arriver à avoir un résultat commun. Alors que si on prend des gens qui ont des écarts qui sont extrêmement importants, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ce qui me semblerait, pour essayer de me tenir au courant de l'actualité, notamment européenne, ce qui est quand même un petit peu difficile parce qu'au niveau de l'Europe, je pense qu'on manque un petit peu de pédagogie et les médias pourraient nous en donner un petit peu plus, parce que ne serait-ce que de savoir comment le budget européen fonctionne et comment il est prélevé, notamment sur le montant de TVA, je pense qu'il y a relativement peu de gens qui sont relativement au courant de la façon dont tout ça fonctionne. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il me semblerait peut-être bon qu'à 6-7, on arriverait peut-être à trouver déjà un projet commun ou des sujets qui pourraient nous rapprocher et qui pourraient après faire tâche d'huile pour les autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors en tant que débutant, on essaye quand même de faire des progrès. Et donc on est bien outillé par de brillantes étudiantes qui nous apprennent tout ce qu'on doit savoir sur l'Europe.
Et l'Europe, c'est pas nos citoyens, mais l'Europe a déjà une réponse appropriée à votre question. Qui sont, alors ça a un nom compliqué comme beaucoup de choses en Europe, mais qui sont, je crois, les initiatives de coopération renforcée. Et donc, dès aujourd'hui, les institutions européennes permettent à n'importe quel de 9 pays d'Europe, parmi les 28, sur un sujet qui leur tient à cœur, de dire, ben voilà, nous, on va faire une coopération renforcée sur ce sujet, et on n'a pas besoin des 19 autres pour le faire, parce qu'on est 9, parce que ça nous concerne, et on n'a pas besoin d'attendre ni les retardataires, ni qui que ce soit d'autre pour pouvoir faire avancer un projet commun à l'intérieur de l'Europe qui concerne au moins 9 pays. Donc ça, c'est une possibilité qui est aujourd'hui ouverte à n'importe quel de 9 pays d'Europe. Je vous remercie aussi de nous avoir invités. C'est effectivement tout à fait intéressant de pouvoir échanger. Compte tenu de mon âge, je voudrais plutôt faire un rêve qui se résoudra et qui arrivera à échéance peut-être beaucoup plus tard. Monsieur parlait de Saint-Raphaël, vous parliez de Bandol. Moi, je suis à Draguignan. Moi, à Draguignan, j'ai milité dans une liste qui était aussi une liste de non-inscrits. Nous avons battu la gauche, nous avons battu la droite, et nous sommes maire de Draguignan maintenant. Ça n'a pas été facile, on est parti de zéro, hein, donc c'était pas simple. Mais je ne vous dis pas ça pour mettre en exergue ce que l'on a fait à Draguignan, je vous dis ça pour illustrer un peu mon rêve. Est-ce qu'à Saint-Raphaël, est-ce qu'à Bandol, est-ce qu'à Draguignan, on a des sujets qui nous intéressent, que l'on veut traiter, qu'on veut faire avancer, et qui sont des sujets que l'on ne peut traiter qu'à Toulon? J'en suis pas sûr. Toulon, bien sûr, c'est important parce qu'on a besoin de routes, on a besoin de chemin de fer. À Saint-Raphaël, à Bandol, on ne va pas traiter du chemin de fer qui va de Marseille à Nice. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai vécu dans un pays qui s'appelle la Suisse. Dans ce pays-là, il y a des cantons. Ces cantons sont responsables, libres de décider de ce qu'ils font. Et non seulement les cantons, mais également les communes. Ils n'ont pas d'harmonisation fiscale, à part un petit impôt fédéral, mais tout le reste de ce qu'ils payent est quelque chose que l'on paye en fonction de ce que l'on veut faire dans sa commune, de ce que l'on veut faire dans son canton. Alors imaginons qu'en France, on ait un système comme ça, qu'en Allemagne, il y en ait un aussi, que dans d'autres pays, il y en ait des comme ça. On arrive à quoi au niveau de l'Europe? Au niveau de l'Europe, on arrive, et vous avez donné un petit peu le chemin en expliquant à l'instant ce que peut faire 9 pays ensemble éventuellement. Ça, c'est très bien, ça. Je crois que c'est la seule bonne solution qu'on ait trouvée depuis longtemps. Mais quand on arrive au niveau de l'Europe, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des compétences qui ne peuvent être réglées sur le plan mondial qu'au niveau de l'Europe. Ces compétences-là, c'est simple, on va en trouver 3 ou 4, on ne va pas en trouver plus. Hein. On va trouver effectivement la défense, on va trouver tout ce qui est affaires étrangères, on va trouver une compétence très importante, et vous y avez fait allusion aussi, l'énergie. L'énergie, ça ne doit pas se régler au niveau du sud-est de la France ou de la France, c'est à l'Europe de le faire. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver en Europe un tout petit État qui s'occupe de ces choses importantes et qui laisse les autres pays se débrouiller dans leur pays, avec leur fiscalité propre, en concurrence avec les autres fiscalités. Et qu'est-ce qui permet de baisser la fiscalité quand on est en concurrence? Il n'y a qu'une chose qui permet de le faire, c'est que la concurrence soit active. Pourquoi est-ce qu'un canton en Suisse a un impôt moins cher que l'impôt d'à côté? Parce que ce canton-là veut attirer les gens. Donc il va baisser les impôts. Et il va attirer les gens. Pourquoi est-ce qu'à Genève, à Zurich, on paye plus? Parce qu'on a plus de moyens. Parce qu'on est plus fort. Alors peut-être que dans certains pays comme la France ou l'Allemagne, on aura peut-être des taux d'impôt qui seront un peu plus élevés, comme Croatie, ou en Belgique, ou au Luxembourg. Quoique le Luxembourg, c'est à part, n'en parlons pas. Là, ils peuvent avoir des impôts élevés, ça ne gênera personne. Cela dit, ce que j'explique là, c'est quelque chose sur quoi je milite depuis longtemps. J'ai été tête de liste aux élections européennes la dernière fois, pour un parti qui s'appelait Alternative Libérale.
Et on avait prôné une Europe fédérale. Mais on n'ose pas le dire, Europe fédérale, parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Donc pour nous, une Europe fédérale, c'est une Europe qui part de la subsidiarité à partir de chaque pays, et qui remonte vers l'Europe avec un État le plus faible possible. Alors moi, ce qui me fait très peur, c'est de voir qu'on construise une Europe comme on fait la France. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un État tentaculaire en Europe, comme on a en France, et que petit à petit, on s'écroule tous à cause de ça. Voilà, excusez-moi pour ce petit discours, qui n'était pas vraiment une question, mais une histoire. Alors, juste un mot, et après, les habitants de Bandol et de Saint-Raphaël interviendront. Soyez quand même, et soyons tous rassurés, sur l'actualité de l'État européen, enfin, de ce qui existe. C'est les gens qui gouvernent l'Europe sont des gens suisses. Pourquoi ce sont des gens suisses? Ben si, non, monsieur, les Suisses qui sont à Bruxelles, ils sont quand même les premiers de tous les États d'Europe du Sud à avoir commencé à réduire leur budget. C'est quand même une très très bonne nouvelle. Moi, ça me fait plus rêver que les gouvernements français qui transpirent à grosses gouttes comme moi ce soir en se disant comment je vais faire pour raconter l'histoire le prochain trimestre en disant que bon, j'avais dit au mois de novembre que j'allais faire moins 3,8 et puis au mois de décembre, je suis désolé, je me suis trompé, j'ai une dérive de pas grand chose, allez, 5 milliards. Et puis 31 janvier, ah oui, en fait je me suis encore trompé, c'est 10 milliards. Et puis le 31 mars, ah oui, attendez, l'INSEE est passé, 15 milliards. Voilà. Alors, ceux que j'appelle les Suisses, en Europe, ils ont voté des budgets à la baisse. Et le budget de l'État européen, ben oui, mais le budget rapporté aux 550 millions d'habitants, alors je connais pas la fiscalité suisse, ni la part des dépenses publiques en Suisse, mais oui, l'État européen, il est quantité négligeable, mais vraiment négligeable en termes de besoins. Et donc je crois comme vous qu'il aura largement les moyens, si les parlementaires font leur boulot aussi, il aura largement les moyens de s'occuper de quelques missions, et pas beaucoup, dont une que j'imagine vous mettez avec les affaires étrangères, qui est le commerce. Parce que pour négocier avec des Chinois et avec des Américains, effectivement, il vaut mieux être solide pour éviter d'avoir un continent passoire comme l'est l'Europe aujourd'hui, alors que les Américains, les Japonais et les Chinois, eux le protectionnisme, ils connaissent, même s'ils vous parlent la main sur le cœur du libre-échange. Je m'appelle Christelle, et en fait, je voudrais vous reprendre certains thèmes pour avoir une explication un peu plus détaillée. La première chose, pour reprendre monsieur, c'était très étariste, mais c'était très bien, sur une répartition du SMIC, du niveau de vie, etc. etc. Mais la question, comment gérer surtout la délocalisation des entreprises qui vont à l'étranger, parce que certains pays d'Europe disent venez travailler chez moi, ouvrez une entreprise, si vous ne payez pas les charges, ça peut être davantage. Une autre chose pour la fiscalité, je ne vais pas prendre l'exemple par exemple de la Fiat, de ce qui s'est passé, que tout le monde est au courant, le siège à droite, etc., à gauche, etc. Et on parle d'Europe. Hein. Et ils ont pris surtout des fonds européens, à part de l'État, de l'argent, etc. Donc je trouve ça un peu difficile à gérer. Une autre chose, la partie bureaucratique, surtout pour les Français, je suis française, je viens d'arriver de l'étranger, je n'ai aucun statut en France. On parle de loi aussi internationale, il a fallu que je prenne une carte de séjour dans un pays européen, donc j'imagine que ça doit être la même chose ici. Comment on fait à développer la communication entre les pays européens pour pouvoir déjà remettre en place la retraite? Et aucun pays se parle entre eux, j'en aurai aucune retraite, que ce soit en France comme en Italie. Je viens d'Italie. Hein. Et comment, à la base, réintégrer des Français dans leur propre pays? Comment on doit faire? Qu'est-ce que vous proposez sur tous ces plans que je viens de détailler? Quelle action? Et quand? Écoutez, là je suis débutant et
Pour être très franc, je n'ai pas de réponse, et je pense que nos citoyens, nous n'avons pas de réponse précise sur l'ensemble des questions. Sur les aspects, vous dites retraite, sécurité sociale, chaque pays aujourd'hui est libre. Et l'Europe n'a pas d'ambition particulière dans ce domaine. Si, puisqu'il demande des documents européens. La retraite, ça se passe bien, je peux vous assurer. Moi, je travaillais en Allemagne. Il n'y a aucune communication entre les pays, je vous le dis. Et puis pour certains documents, ils vous demandent des documents européens que chaque pays européen ne connaît pas. Et ils se renvoient la balle. Il faut vous adresser au CLES à Paris. Ah oui, non, là. Il y a des conventions entre les pays. Ah voilà. Ben voilà, nous avons la réponse. Et le CLES, pour d'autres... C'est l'organisme de sécurité sociale internationale. D'accord, eh bien, merci. D'accord. La CNAP aussi, la CNAP, parce que des relations Avec les Allemands? Et le CLES interroge le pays étranger pour les attestations. Mais la délocalisation des entreprises et la délocalisation des entreprises, quand vous entendez d'autres pays européens qui vous disent, par exemple, Dumping fiscal. Je vais prendre l'exemple de IBM, de la société où je deviens. En ce moment, ils ferment, ils licencient non seulement en France, d'accord? Ils licencient en Italie, ils licencient partout parce qu'actuellement, l'Inde ou d'autres pays de l'ex-Yougoslavie, on va dire, proposent venez travailler, vous embauchez 200 personnes, vous ne payez plus de taxes, vous avez les locaux gratuits pendant que vous allez. Comment on peut lutter? Ça, pour lutter, on en a parlé tout à l'heure. Il faut lutter avec une convergence fiscale et sociale à terme. Mais il est tout à fait évident que tant qu'on laissera des pays d'Europe avec une fiscalité aussi basse que peuvent l'avoir des États comme la Slovaquie ou la Tchéquie ou la Pologne, avec une législation du travail qui a juste rien à voir avec celle qu'elle est en Italie ou en France, effectivement, on continuera d'avoir des problèmes. Tout ça doit être le plus vite possible harmonisé et traité au niveau continental. C'est pour ça que je reviens sur ce qu'on disait à propos du commerce international. Si on veut demain lutter efficacement, avoir une compétition loyale avec des pays ou des continents comme l'Inde ou la Chine, il faut qu'on soit unis à 550 millions pour pouvoir discuter réglementation, discuter sécurité, discuter normes sanitaires avec ces pays-là. Autrement qu'on a pu le faire au cours des 50 dernières années à l'échelle de l'Italie ou de la France toute seule. Et à 550 millions, en ayant le premier ou le deuxième PIB du monde, c'est plus facile qu'en étant là, je ne sais plus combien de thèmes, puissance économique du monde, sachant que dans les 15 ans qui viennent, il n'y aura plus un seul pays d'Europe qui isolément fera partie du G8. Donc l'Europe, on a intérêt à donner un énorme coup d'accélérateur là-dessus. L'uniformisation, elle n'est pas forcément vers le bas. On n'a qu'à voir l'exemple des Allemands quand ils ont fait leur réunification. Il est vers la moyenne. Ils n'ont pas fait baisser l'Allemagne de l'Est par rapport à l'Ouest ou l'Ouest par rapport à l'Est. C'est la moyenne. Ils ont fait monter tout le monde. Ça convergera vers la moyenne. Et si nous on fait la même chose avec l'Allemagne et autres, on aura uniformisé sans faire souffrir personne. Et on évitera ce genre de problème au sein de l'Union européenne. L'uniformisation, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour tirer tout le monde vers le haut. Mais pas comme on a l'habitude de faire en France, où chaque fois qu'on fait quelque chose, on amène les gens vers le bas. Absolument, tout est là. Moi, je vais poser une question. Vous avez abordé tout à l'heure, je me lève pour qu'on puisse m'entendre, vous avez abordé tout à l'heure le partage. Oui. Sauf que vous n'êtes pas rentré totalement en détail. Moi, j'aimerais savoir ce que vous entendez par là, le partage. Vous abordez un deuxième point aussi en disant le seuil de pauvreté. Il y a 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Vous incluez les Français dedans. Bien sûr. D'accord. Alors, au jour d'aujourd'hui, on est le seul pays européen qui travaille 35 heures par semaine. D'accord. Les autres pays, c'est 40 heures, et combien 41. Et combien de semaines par an? Voilà, et combien de semaines par an? Comment, avec la France, peut arriver à convaincre les pays européens qui, eux, sont des travailleurs, qui ont une mentalité à travailler et gagner leur vie, auquel on est quand même un pays de finance, excusez-moi si je choque, qui vont travailler. C'est du lucide. Certaines personnes, au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez pour embaucher, moi j'ai embauché 2 personnes l'année dernière, j'ai mis 1 an pour trouver 2 personnes qui voulaient travailler.
je pense que certains aussi se retrouvent là-dedans. Très difficile. Je me suis posé la question si je n'avais pas embauché des gens venus de l'Europe, c'est-à-dire des Espagnols qui étaient beaucoup plus motivés, qui se posaient pas autant de questions, qui ne me laissaient pas vous dire en disant mais si je travaille un samedi, comment ça se passe, etc. Puisqu'on est dans cette mentalité-là. Alors, les Français, on a un mauvais caractère, on est réputé pour ça. Comment voulez-vous qu'on harmonie au niveau européen, sachant que les autres pays européens travaillent 2 fois plus, se contentent de gagner moins et sont très patriotiques. Nous, au jour d'aujourd'hui, personne n'est fidèle ici. Donc, comment vous pensez pouvoir arriver à faire quelque chose? Et répondre à la question par rapport au partage. On verra sur le partage après, mais si vous voulez, c'est l'une des raisons fondamentales de notre présence, de la présence de l'IPER et de nos citoyens dans l'action politique. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes totalement convaincus qu'un discours de vérité est possible. Et que ce discours de vérité, il faudra le porter par différentes sources. Alors, moi, aujourd'hui, je pense que la meilleure source de ce discours de vérité, c'est de diffuser le plus largement possible, avec l'humanité qui nous caractérise, les bonnes idées qui prospèrent aujourd'hui en Europe, et les diffuser en France. Et je suis intimement convaincu qu'un discours de vérité auprès des Français est possible. Et plus les semaines passent, plus on sent qu'il y a une formidable accélération de l'histoire en France, puisqu'on voit bien simultanément monter l'abstention, monter les extrêmes, monter la lassitude que vous venez d'évoquer en disant bah oui, de toute façon en France on n'est même plus patriote, tout le monde s'en fout, et c'est assez déprimant. On voit monter tout ça, mais on voit monter aussi, et en tout cas c'est des encouragements formidables pour des personnalités comme celles qui sont autour de vous ce soir, on voit monter ce besoin de renouvellement de l'action politique. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui porte. Vous voyez ce que je veux dire? On voit bien qu'il y a un besoin. On voit bien par votre présence que venir à une réunion publique pour écouter parler de l'Europe, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même plus drôle comme perspective, et vous êtes nombreux à venir le faire. Donc le besoin, il est là. Et ce discours de vérité, oui, on va le porter. Et de toute évidence, aujourd'hui, les Français et les futurs hommes politiques français, parce que les anciens, ils ont comme caractéristique d'être intelligents. Et je ne sais pas si vous avez observé avec quelle vitesse ils ont changé de discours en 6 mois. Il y a 6 mois, vous leur parliez de 100 milliards d'économies sur les comptes publics, les gars, vous rigolez au nez en disant écoutez, vous n'y connaissez rien, etc. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. On a même un Premier ministre qui, en 8 jours, a dit bon, allez, on commence par 50 et après on discute. Il y a 1 an, c'était un discours que personne n'aurait accepté d'entendre. Donc les choses sont en train de s'accélérer. Et ce discours de vérité, on va le porter nous. Et je suis intimement persuadé, nous sommes intimement persuadés, que nous allons réussir à faire en sorte que, parce que les Français sont des gens intelligents, que les fonctionnaires comprennent que, bah oui, il faudra qu'ils travaillent un peu plus. Voilà. Parce que demain, ou après-demain, on ne peut pas rester les ridicules de tout un continent. Tous les gens qui travaillent, les 9 millions de Français qui, un jour d'octobre 2012, ont vu leur bulletin de paye, de leur net à payer, parce que vous avez vu, on a un Premier ministre qui maintenant dit ah oui, mais vous comprenez, il faut faire attention au net à payer. C'est révolutionnaire. Non mais, depuis 40 ans, vous entendez que... Bon. Ces 9 millions de Français qui ont vu leur bulletin de paye diminuer du jour au lendemain, en octobre 2012. Ben, vous croyez que ces 9 millions, ils ne sont pas prêts à entendre que demain, oui, bien sûr, il faut travailler plus. Il faudra travailler plus longtemps, parce que comme vous le disiez très justement tout à l'heure, on travaille 35 heures par semaine, on a 5 semaines officielles de vacances, on a des RTT, enfin les grands groupes en ont, et évidemment avec la retraite, la pénibilité, etc. Enfin, si on fait à l'échelle d'une vie, la productivité en France, c'est effectivement on est dernier de la classe. Bon, tout ça c'est connu. Mais vous croyez que la majorité silencieuse, que l'armée des ombres, elle n'est pas en train d'attendre que des gens nouveaux essayent de conquérir une partie du pouvoir pour justement transformer et accélérer la transformation de ce pays?
Et bien nous en sommes aujourd'hui mais vraiment convaincus, et nous croyons vraiment, jour après jour, on va certainement pouvoir à peu près tout faire en même temps. Alors que pendant 40 ans, on n'a rien fait. Voilà. Alors sur le partage, la seule idée, c'est de dire, c'est comment vous dire, l'image, on parlait de la Méditerranée tout à l'heure, c'est comme l'image du Mont Blanc. Le Mont Blanc, nous, on dit qu'il est chez nous. Et j'imagine que nos amis italiens, ils disent qu'il est chez eux. Alors, en pratique, c'est le toit de l'Europe. Il y a un pan du toit qui est en France, l'autre pan qui est en Italie. Et que tant qu'on a cette idée de partage dans la tête, on pourra faire des choses avec nos amis européens. Si on l'a pas, on est comme ça, cramponné sur nos petits intérêts français, on n'ira pas loin. Et ils sont devenus suisses maintenant, ils ont la double nationalité, et son fils, qui a 15 ans, est suisse, né en Suisse. Et je l'ai vu encore avant-hier. En fait, lui, il a 15 ans et il suit une formation. Voilà. Et il va avoir un travail parce qu'il a une formation adaptée. Alors, pour rebondir sur ce que disait cette chef d'entreprise, finalement, elle ne trouve pas de personne pour travailler, mais faudrait-il encore former les gens au bon travail qui est... Et dans le programme, justement, Nous Citoyens, et que ce soit le programme européen ou le programme... Parce que, évidemment, là, on est dans une discussion européenne, c'est intéressant, mais il faut parler aussi de ce qui va se passer en France, parce que monsieur disait, que peut faire Nous Citoyens s'il y a un élu à l'Europe? Mais bien sûr, c'est un problème, mais il va y avoir aussi toutes les autres échéances. Il faut que nous, citoyens, soient présents. Quand nous serons élus et que Denis Père sera à la tête de la France, eh bien, il pourra appliquer son programme pour la France. Et je pense que sur ce sujet-là, il a d'excellentes idées. Lui, à la fois comme chef d'entreprise, je crois que la formation des jeunes, une bonne formation, fait qu'il y a moins de chômage. Comment s'appelle cet intervenant qui était au meeting, Monsieur Godet? Michel Godet. Il a des bonnes idées aussi. Bon, peut-être c'est une... Mais voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Je voulais réagir. La Suisse, il n'y a pas de chômage, il y a peu de chômage. Et des jeunes qui sont formés, je pense que ça peut répondre. Et M. Père, lui, dans son programme européen et national, insiste bien, met l'accent sur ce point. Je pense que c'est important. Je vais être très indiscrète, mais vous dites que vous êtes de la société civile, vous êtes donc des fonctionnaires qui peuvent prendre un congé puis revenir dans leur poste. Et c'est à Bruxelles que ça se passe, c'est pas ici. Vous avez une famille, vous avez des enfants. D'abord, on a un engagement écrit avec Denis Père et nos citoyens. D'abord, on ne cumule pas de mandat. Ensuite, c'est quand même important. La deuxième chose, c'est que si les électeurs nous font confiance, on ne fera jamais plus de 2 mandats. Troisièmement, moi-même, je suis engagé dans ce projet avec naturellement l'organisation me permettant de dire qu'à l'été 2014, j'aurai le temps nécessaire pour me consacrer à plein temps à mon mandat. On essaye de faire des choses simples et avec cohérence. Ça va sans dire, mais ça va mieux effectivement en le disant. Et on le fait bien entendu pour nos enfants. Moi, le jour où ma femme m'a dit écoute, tu nous emmerdes à toujours critiquer les hommes politiques, les machins, tu devrais en faire, évidemment, je suis resté sans réponse. Maintenant, vous avez tout à fait raison, pour m'en faire et pour le faire bien, il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Surtout en Europe où on a tout à apprendre, parce qu'il faut apprendre en plus ou réapprendre les langues étrangères. Et même si dans le passé je parlais convenablement, dirons-nous, l'allemand, je mesure à chaque fois que je vais en Allemagne la difficulté nécessaire au réapprentissage. Cela étant, c'est une langue magnifique et je rêve effectivement de pouvoir la reparler. Et après, il faut revenir. Oui. Oui, mais c'est pour ça que ça prend du temps. Mais votre tour, c'est ça que je dis. Votre tour, après votre Après le mandat. On a prévu. Dans 10 ans, si jamais ça doit durer 10 ans, on verra bien. Vous n'avez pas peur de vous retrouver isolé à l'Europe? Imaginons que votre candidat soit désigné
député de la grande circonscription. Oui. Vous savez comme moi qu'au Parlement européen, pour faire voter quoi que ce soit, il faut une majorité. Imaginez que vous vous retrouviez à siéger et que vous deviez prendre une décision qui va à l'encontre des restes des députés européens. Il y a 71 députés qui vont être élus. Vous allez vous retrouver par exemple avec un seul député, ou deux ou trois. Comment vous allez faire pour fédérer une décision sur une majorité qui... D'abord, ce qu'on a décidé avec Denis, c'est que les futurs élus de nos citoyens au Parlement européen, et j'espère qu'il y en aura plusieurs, ces futurs élus rejoindront un groupe parlementaire. Ça, c'est prévu. Hein. À partir du moment où vous rejoignez, ça, c'est prévu. À partir du moment où vous rejoignez un groupe, oui. Vous allez être obligé, quasiment, de vous plier à la majorité de la décision du groupe. Si vous êtes dans un groupe de 25 députés et que vous êtes 4-5, vous allez bien être obligé de suivre ce que les 20 autres auront... oui. Donc comment vous allez pouvoir imposer vos idées qui sur le papier sont en théorie très intéressantes et face à un mastodonte qui va lui-même s'opposer à la partie en face, c'est-à-dire que les Allemands qui ont encore plus de députés que nous vont être encore plus puissants que nous. Comment on fait changer un mastodonte? Mais non, mais alors je vous remercie beaucoup de cette contradiction et de cette question, parce que contrairement à ce qu'on imagine, le Parlement européen c'est tout sauf un mastodonte. Il y a 770 députés européens pour 550 millions d'habitants. Vous vous rendez compte si on avait ça en France? On serait un pays génial. On serait dans une... On pourrait manger du chocolat suisse le soir à la veillée en se disant qu'on est un pays merveilleux. Il y a combien de députés en France? 577. Il y a combien de sénateurs en France? Pas loin de 400. Vous vous rendez compte, les sénateurs plus les députés français, ils sont plus nombreux pour 65 millions d'habitants. C'est pas eux les plus importants, c'est les gens qui travaillent dans le cabinet. Allez, imaginez, il y a plusieurs centaines de milliers d'élus en France. Alors vous savez, c'est pas le mastodonte et c'est pas la peur du mastodonte. Et puis, dernière chose, je crois que nos idées, qui sont des idées de bon sens, elles sont partagées par beaucoup de pays européens, par beaucoup d'élus au Parlement européen. Donc je pense que demain, quand nous aurons rejoint un groupe parlementaire en Europe, au Parlement, on constatera de façon assez évidente que des Italiens, des Allemands, des Autrichiens, des Slovènes et des Croates ont des patrimoines et des projets communs à traiter à l'échelle européenne sur la base des idées des uns et des autres. Mais je suis intimement convaincu que nos idées elles peuvent heurter un certain nombre de Français, mais certainement pas les Autrichiens, les Italiens ou les Allemands. Me semble-t-il. Mais vous parlez de synergie entre Européens et les synergies au niveau local. Il y a un manque d'ancrage d'un parti jeune qui nécessite forcément à un moment donné d'avoir de l'ancrage fort au niveau national. Comment vous allez relayer et comment vous allez pouvoir porter la parole de nos citoyens si on n'a pas ici en France un ancrage? Ça me semble compliqué parce que vous parliez vraiment de synergie entre les règles européennes et ce qui doit se passer aussi au niveau local, par exemple région. Comment ça peut fonctionner si on n'a pas d'élus au sein du pays? Nous avons pensé que la première occasion d'avoir des élus, c'était les élections européennes. Et nous pensons, en toute sérénité, que l'élection européenne dans un pays comme la France est l'élection la plus importante avec la présidentielle et la municipale. Alors, vous avez 1000 fois raison sur le fait que aujourd'hui, nos citoyens et Européens solidaires ont un déficit de notoriété certainement considérable. Maintenant, avec vous tous, avec des procurations, parce que parlons un peu quand même de technique, demain, le 25 mai c'est demain, et il faudra tout si nous voulons avoir des élus. Et personne, surtout pas les gens qui l'ont voté, se sont vantés
de dire que maintenant une procuration c'était devenu quelque chose de plus simple et que celui qui la reçoit n'a plus que le jour du vote à demander sa procuration au scrutateur dans le bureau de vote. Alors faites faire des procurations si vous voulez que nous ayons des élus. Et puis l'ancrage local, il se fera avec le temps et comme le disait Patrick, Alain et Thierry, oui, là il faudra beaucoup de temps et beaucoup d'huile de coude pour tracter et pour se faire connaître et pour effectivement faire croître, on va dire, le mouvement de nos citoyens. Donc c'est pas forcément un handicap de commencer par l'Europe. Ça nous paraît, ça nous est apparu dès l'origine, si vous voulez, dès le mois de décembre dernier. Il nous est apparu assez évident que le mode de scrutin, la taille des circonscriptions, font que, oui, les choses sont faisables. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses sont faisables. Alors, qu'est-ce qu'on a contre nous? On a contre nous qu'on n'a pas de notoriété, que les médias politiques sont archi contre. Parce que, effectivement, on va faire la révolution, et ça embarrasse et ça contrarie beaucoup de gens. Mais les choses sont possibles parce que le mode de scrutin est avantage outrageusement, il faut le reconnaître, avantage outrageusement les petits, parce qu'il est proportionnel intégral. C'est le cas dans des élections européennes, proportionnel intégral à l'échelle d'une circonscription qui est pratiquement un pays, comme on le disait tout à l'heure. C'est un atout potentiellement considérable. Donc moi je vous invite vivement à croire dans vos chances. Non mais dans nos chances le 25 mai. Le 25 mai c'est demain. C'est dans un peu plus de 4 semaines. Et le 25 mai, oui, une énorme surprise est possible. Moi je crois que au niveau européen vous allez avoir beaucoup de mal, c'est certain. Ce qu'il y a, c'est que la France est inaudible maintenant, est devenue inaudible dans le monde entier et en Europe. Donc vous allez être français, mais je crois que si vous êtes là-bas, si on arrive à avoir quelques personnes, comme vous dites, vous pouvez parler à des voisins, et que petit à petit, effectivement, des idées peuvent germer. Mais il ne faut pas se faire d'illusions pour cette campagne européenne. Je crois que c'est le maximum. Et moi, je vous félicite du courage que vous avez. Ça mérite des applaudissements. Merci beaucoup, monsieur. Moi, j'ai découvert Deniper, ma femme, avant Noël, regardait Internet, et elle a découvert Deniper, elle m'a dit, voilà quelque chose qui t'intéresserait, parce qu'il y a longtemps que je pense les mêmes choses que lui, et nous sommes beaucoup à le penser, et beaucoup de Français le pensent. Mais il ne faut pas partir battu au départ. Et au contraire, c'est parce que vous avez des difficultés qu'il faut vous soutenir. Moi, personnellement, à l'âge que j'ai, je ne peux pas m'engager énormément avec vous. Par contre, je peux vous assurer que je vais vous amener plus de 50 voix, j'en suis sûr, aux élections. Merci. Ce que je fais depuis 3 mois, c'est que je vous ai fait connaître autour de moi à tout le monde. Et j'en parle, et convaincre les gens, c'est pas facile, parce que les gens sont... Ils sont des défaitistes. Alors, des parents, mais oui, mais comment, etc. Donc, il ne faut pas dire ça. Il faut vous soutenir, même quels que soient les résultats. Bravo encore. Merci. Moi, je demande à toutes les personnes de faire pareil. Faites connaître, nous, citoyens. Parce que le problème, actuellement, ce n'est pas l'Europe. C'est nous, notre pays. Notre pays, c'est une catastrophe. Ça, c'est évident. Et là, ce que veut faire Deniper est bien, et j'espère qu'en 2017, on aura réussi. Mais il faut qu'on s'y mette tous maintenant. Il ne faut pas qu'on discute. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je crois qu'on parle de l'Europe, vos idées sont bonnes, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, qu'est-ce qu'on va faire? D'autant plus que la France, elle ne peut rien faire, elle ne peut que se taire. Il faut arrêter de dire ça. Enlever la France de l'Europe n'existe plus. Oh, Vous savez ce que ça pèse dans le budget de l'Europe, la France, si vous l'enlevez, ça existe plus. Tous les autres pays sont à l'agonie si la France ne donne pas ses subventions. Imaginez comment on met la main au porte-monnaie là pour faire vivre l'Europe. Il faut arrêter de dire que la France n'est pas écoutée. C'est ce que les médias et les politiques veulent nous faire croire. Mais allez voir au Parlement européen si les Français ne les écoutent pas. Il y a déjà des choses, vous parliez de la dette, vous parliez de notre situation par rapport à l'euro. Mais si aujourd'hui
il n'y avait pas le gaspillage qu'il y a en France. Ce sont des milliards que nous faisons, des milliards que nos politiques. Mais c'est valable dans tous les pays européens. Non, c'est pas vrai. Non, je connais bien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Est-ce que le député... Non, ce n'est pas vrai. Je le connais. Quand vous gaspillez, que vous produisez énormément, ça se voit pas. C'est une histoire de balance. Allez-y. Je voudrais juste donner un petit message d'optimisme. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce que je ne suis pas là pour parler de moi du tout. J'ai commencé à faire de la politique, j'avais 28 ans, je n'y connaissais pas grand-chose, j'avais quelques convictions. J'ai eu la chance d'être élu pendant 19 ans, j'ai fait 3 mandats, 2 d'adjoint et un de président d'un syndicat intercommunal sur la ville de Sanary-sur-Mer. On est arrivé en 89 à battre un sortant qui était extrêmement enraciné sur la commune. Ce que je voudrais dire, monsieur, c'est que même si toutefois il n'y a pas suffisamment d'élus, et comme vous avez dit tout à l'heure, on n'est pas arrivé à convaincre, le simple fait de faire connaître le mouvement, ça sera déjà une victoire. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire, et que, à mon avis, déjà, ce sera bon. Et avoir le courage de dire certaines vérités. Parce qu'on parle du système politique dont M. Peck parle, mais il y a aussi toute la haute administration. Oui, mais eux, ils en font partie, ils en ménagent. Il y a par exemple, ça sera difficile à faire, mais il faut aussi la réorganiser, cette haute administration. Il faut maintenant que les gens qui soient là-bas soient des gens compétents à la tête, et pas des énarmes tout le temps. Parce que je regrette des énarmes qu'on peut dire qu'ils ne sont pas compétents pour gouverner. Il y a une chose qui ne sont pas faits pour commander. Voilà. Mais oui, c'est à nous à travailler dans le cadre français que nous allons, à l'échéance de 2017, toutes ces choses-là sont à voir. J'espère qu'avec l'effort que vont faire les gens qui croient à ça, j'espère qu'on va arriver à quelque chose. Il faut, si vous voulez, ce que je voudrais vous dire, je passerai après. Seulement, je voudrais un petit peu vous répondre parce que on a touché à quelque chose qui est très important pour moi et pour nous tous. C'est l'engagement politique qu'un chef d'entreprise peut avoir aujourd'hui dans notre système. Il est très important. Quand j'ai pris la décision, avec ma famille, avec mes enfants, avec mes amis, de l'engager en politique, c'est pas pour prendre une place. C'est pas pour demain être député européen ou pour être maire ou pour être député. C'est pour dire les choses qui ne vont pas, que j'ai ressenti personnellement par rapport au système qu'on m'oblige de suivre. C'est ça ma volonté. Ma volonté, c'est de dire qu'aujourd'hui, les politiciens, je n'en veux plus. Je n'en veux plus parce qu'ils m'ont pompé financièrement, je dois encore payer, et demain, je payerai encore pour mes gamins. Donc j'ai 2 choix, mesdames, messieurs, aujourd'hui. J'ai 2 choix. J'en ai pas 50 000. J'en ai 2. C'est un, de me lever, de me battre pour tous ensemble, qu'on réussisse à faire quelque chose, y compris Bertrand, y compris Alain, y compris Thierry, qu'on vous emmène vers une autre société qui nous permette de dire à nos enfants, eh bien, moi qui suis parent, je me suis levé un jour pour que ça aille mieux. Ou l'autre choix, c'est de résorber mes avoirs, de les vendre et de partir à l'étranger. Voilà les 2 choix que j'ai. Eh bien, j'ai pas fait ce choix-là. Ce choix-là, je le refuse. Je le refuse pourquoi ? Parce qu'il y a des gens ici, et c'est le deuxième meeting public que l'on fait, c'est des gens qui sont engagés volontairement à nous suivre. Et ça veut dire qu'au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, on a pratiquement 12 000 sympathisants au bout de 4 mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas. 18 000 maintenant. Et ça veut dire qu'au bout de 3 mois de présentation, on a un élu, ici dans le Var. On a fini d'en avoir un deuxième, malheureusement il y a eu cette liste, enfin, on passera les détails. Ça veut dire que, aujourd'hui, l'engagement que je porte, que nous portons, c'est quelque chose qui est plus important que la place qu'on veut obtenir. Et oui, certes, des fois on n'a pas toutes les réponses aux questions qu'on veut nous poser. Mais qu'est-ce qu'il fait un chef d'entreprise dans ce raisonnement? Il va essayer de comprendre, d'étudier, d'avoir le bon sens pour faire les choses qui nous apporteront la solution la meilleure pour nous tous. C'est ça qui est important à comprendre. C'est pas le reste. Le reste, nous, on s'en fout. Politiquement, on s'en fout. On n'est pas à droite, on n'est pas à gauche, on ne veut pas des places, on ne veut pas aller chercher quelque chose qui ne nous appartienne pas. Ce que l'on veut, c'est tracer le bon chemin pour les générations qui vont venir. C'est ça que l'on veut. Merci, M. Bonsoir. Alors moi, je ne suis pas chef d'entreprise, je suis assistante sociale en entreprise à l'Union patronale du Var. Donc, ce que je voulais vous poser pour un peu rebondir ce que vous venez de dire, moi, c'est la première fois que je viens à une réunion
comme l'Europe m'intéresse, et samedi prochain je vais à une autre réunion sur l'Europe avec M. Terre-Noir, comment on peut faire passer un message au niveau de ce que j'ai entendu tout à l'heure, parce que ça s'entend. On a beaucoup d'aides sociales en France, donc j'ai entendu les Roms tout à l'heure. Alors quel est votre message à faire passer pour transformer la société en disant, bon, parce que couper les vivres, ça ne sera pas possible, il faudra à long terme. Autrement, vous avez dit que l'Europe, c'est la paix, et là, alors la paix sociale, il y en a plus. Hein. Mais écoutez, ce qu'on peut faire pour les raccrocher, c'est répéter inlassablement, comme le fait Denis et comme nous le faisons tous, que la dépense publique en France, et près de la moitié de la dépense publique en France, c'est de la dépense sociale. Et oui, et la dépense sociale, quand on voit, même si, alors, d'ailleurs, je vais passer ensuite la parole à nos deux colistiers qui sont tous les deux médecins, parce que eux connaissent le terrain infiniment mieux que moi, et ils sauront évidemment mieux que moi vous répondre pour savoir comment, demain et après-demain, on pourra réduire la dépense de santé dans ce pays. Parce qu'on a certainement la meilleure médecine du monde. Je ne parle pas que de la dépense santé. Non, mais moi je vous parle. Tout à l'heure, oui, quand par exemple une personne, elle disait tout à l'heure, madame, je viens de notre pays, on l'ASPA, c'est pas de la santé, mais une personne qui n'a pas travaillé très peu en France, à l'ASPA. Donc ça fait des révolutions chez les gens. Parce qu'ils se disent, nous on cotise toute notre vie, on a une retraite minable, les agriculteurs, les personnes, les veuves, et vous ne travaillez pas en France ou très peu. Moi j'ai fait un dossier retraite dernièrement, la personne avait 10 trimestres, elle a 700 € de retraite. Parce que c'est une allocation qu'on lui donne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on propose? Parce qu'après, c'est ça que nous on a besoin sur le terrain. Alors je vais passer la parole aux médecins. Mais alors, on parlait de paix en Europe. Là, il y a une guerre civile en France. Non, on achète la paix sociale comme d'habitude. Aujourd'hui, il faut les évacuer alors. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, madame? Il y a les deux. Je suis aussi une union patronale. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On achète la paix sociale? Vous supprimez l'aide. Vous croyez que celui qui est dans un pays qui n'est pas le sien, qui touche une aide, il va la ramener? S'il n'est pas content, il rentre chez lui. Merci. Bon, mais moi, je vous ces gens-là, ils ne demandent rien. Ils viennent vous voir, vous, pour toucher l'aide, on leur a dit qu'ils avaient droit. Sinon, ils se mais de toute façon, il est l'AME n'existait pas. On prend l'exemple de l'AME. Si l'AME n'existait pas. Alors, pour parler d'un autre sujet peut-être qui peut vous intéresser, sans vouloir vous interrompre, les dépenses de santé. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. L'éternel déficit de la sécurité sociale et la manière dont on va pouvoir se soigner dans les années à venir, comment, avec quelles assurances, etc. Aujourd'hui, j'entendais aux informations parler des mutuelles qui allaient être obligées de moins bien rembourser les lunettes et je ne sais plus quoi encore, les dépassements d'honoraires de certains médecins. Parce que certains médecins pratiquent des dépassements d'honoraires exorbitants qui font que les mutuelles les remboursent, enfin bref. Il y a encore une fois, tiens, je rebondis sur ce que disait monsieur tout à l'heure, sur l'exemple de la Suisse. Moi j'ai travaillé en Suisse un petit peu pendant quelques temps, et eux ils ont un système qui n'est pas idiot, dont on pourrait peut-être s'inspirer. Ils ont des assurances d'abord qui sont très chères, beaucoup plus chères que chez nous. Ils ont une espèce de sécurité sociale aussi, équivalent. Ils ont surtout des assurances privées. Et ils ont surtout un système de franchise. Alors à une époque, Raymond Barre avait parlé de ce système de franchise qu'on pourrait peut-être instaurer. Peut-être une piste. Par exemple, trouvez-vous normal que lorsqu'on se blesse en faisant du ski, par exemple, on prend des risques, on fait du ski hors piste, et puis tout ça est finalement pris en charge par la sécurité sociale. Quand on fait du parachute, on prend des assurances complémentaires. Quand on fait des sports à risque, on prend des assurances complémentaires. Mais à la base, c'est la Sécu qui rembourse tout ça. Moi, je pense qu'il faudrait sûrement définir un risque minimum, c'est-à-dire la maladie grave, la chose vraiment à laquelle tout le monde devrait avoir des soins équivalents, égaux.
Et puis peut-être pour les risques que l'on prend pour certaines choses, on pourrait avoir un système de franchise. En Suisse, ça fonctionne bien. Voilà, donc je ne sais pas ce que tu en penses, toi. En Europe, de toute façon, on n'a aucun système médical équivalent. Hein. Vous avez... la France est un des rares pays où on a encore le paiement à l'acte, mais dans beaucoup d'autres pays, et les médecins d'ailleurs sont pas plus malheureux, hein, on va prendre l'exemple de l'Allemagne, mais quoi qu'il en soit, ce que l'on n'avait pas prévu quand même, c'est que les gens allaient vieillir de plus en plus. Ça c'est un fait. Non mais ça c'est un fait. J'entendais tout récemment des scientifiques dire que le bébé qui naît maintenant, on pourrait imaginer qu'il soit plus que centenaire, voire 2 centenaires, voire 3 centenaires, avec les... Mais il vivrait bien, en bon état, avec on parle des manipulations génétiques, etc. Attention, là, on peut se retrouver avec des gens qui vont être soignés de tout et très longtemps. Hein. Donc tout ça, ça va avoir un coût. Et surtout s'ils prennent leur retraite à 55 ans. Enfin, je veux dire, là, il y a quand même un calcul... 2 retraités dans la même famille. Et, voilà. Bon, en tout cas, le système de santé, au niveau européen, je te laisse dire 2 mots si tu veux. Alors moi, je pense qu'il faut une responsabilité citoyenne. On n'en parle pas. Et je crois qu'il faut que tout le monde, dans son propre travail, dans sa propre vie, soit vraiment un citoyen. Dans le problème de la santé, dans le problème de son activité, dans le problème professionnel, il faut qu'on ait une responsabilité citoyenne et qu'on pense, comme on disait à nos enfants, à mon petit-fils, et qu'on dise, tiens, on ne va pas dilapider tout ce qu'on nous a donné, et malheureusement, on ne laissera rien aux autres. Et c'est pour ça que moi je me suis engagé dans le mouvement de nos citoyens, c'est pour avoir ce réflexe. Et tous les jours, si tout le monde se disait, voilà, comment nous, en tant que citoyens, on pourrait aider l'un, être solidaire par rapport à l'autre, avoir une action citoyenne vis-à-vis de notre commune, vis-à-vis de notre société, etc., je pense que là, on pourrait avancer beaucoup. Bravo. Je voudrais juste revenir sur un point concernant la responsabilité. Alors c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. J'ai enseigné pendant longtemps qu'est-ce qu'était la motivation. Et quand j'enseignais ça, je disais on ne motive jamais personne. Hein, ce sont des gens qui se motivent eux-mêmes dans un contexte qui leur permet de se motiver. La responsabilisation, c'est pareil. Vous n'allez pas pouvoir responsabiliser les gens. Vous allez seulement devoir, enfin quand je dis vous, malheureusement à une faible mesure pour le moment, mais j'espère beaucoup mieux dans quelques temps, vous allez devoir créer un environnement qui responsabilise. C'est ça le problème. Et actuellement en France, on est dans un système qui déresponsabilise en permanence. Parce qu'on est malade, on a ce qu'on veut, on est blessé, on a ce qu'on veut, on est à la retraite, on n'a pas grand-chose, mais on l'a quand même. Et avec tout ça, eh bien, les gens ne font plus aucun effort pour se responsabiliser. Vous voyez, je suis médecin. Je suis médecin et je fais un peu d'esthétique. Vous avez des gens qui viennent et qui demandent, tiens, est-ce que ça pourrait pas être remboursé? Est-ce qu'on pourrait pas faire... Je leur dis non. Voilà, vous décidez de faire un acte d'esthétique, on fait un acte d'esthétique. C'est hors nomenclature, on le fait hors nomenclature. Si chacun, à son petit niveau, faisait ça, on y arriverait, je pense. Mais c'est vrai que, comme vous dites, ça va prendre du temps, c'est comme une boule de neige. Bon, donc on va pouvoir poursuivre. Moi, comme vous, il y en a 50 de médecins qui accepteraient ce qu'on nous a demandé. Non, mais... Oui, mais il y en a qu'un qui fait de la politique. Non, mais je suis d'accord, mais... Ah oui. Alors, on va pouvoir poursuivre cette discussion autour de la table. Oui. Attendez, avant de vous partir, j'ai une information quand même à vous délivrer, à vous donner. C'est que, bien évidemment, vous avez compris que nous, citoyens, c'est un mouvement qui va continuer, bien après les européennes. J'ai eu 2-3 personnes qui sont venues me voir avant le meeting. Bien évidemment que nous allons travailler dans le département du Var par circonscription. Hein, nous allons nommer des ambassadeurs, on va faire des réunions publiques, donc des meetings dans chaque circonscription, pour essayer de rassembler les personnes dans leur propre milieu, sur leur propre territoire.